Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts. Nous allons vous proposer un parcours virtuel, à défaut de votre venue dans nos murs, pour parler des techniques utilisées par les artistes au XXe et XXIe siècle. Donc cette visite s'adresse plus particulièrement aux élèves de la classe de seconde du lycée Monod et a pour but d'éclairer un petit peu différentes pratiques pour votre réalisation d'une fresque au sein du lycée. Voici une œuvre de Peter Claesen qui s'intitule Gegen. Gegen est à la fois le titre et le mot qui se trouve inscrit sur cette toile. Alors ce mot est un peu mystérieux pour un public français. Il signifie tout simplement contre. C'est un mot allemand. Donc voilà pour ce qui est de l'éclairage de ce titre mystère. Cette œuvre a été réalisée en 1982 par Peter Claesen. Donc c'est un artiste qui fait partie du mouvement de la figuration narrative, qui s'intéresse beaucoup à la société dans laquelle il vit et qui essaie dans ses œuvres de décliner un certain nombre de thématiques de la société moderne, de la vie moderne. Il a réalisé un certain nombre d'œuvres dans les années 80 autour des graffitis, des traces, d'éléments que l'on peut trouver dans la ville. Il a commencé lors d'un séjour à New York et l'œuvre qui est présentée aujourd'hui renvoie à un graffiti qu'il a pu voir à Berlin, qu'il a photographié et qu'il a ensuite agrandi et restitué sur une toile. Le passage par la photographie, c'est quelque chose qui est très commun dans ce mouvement de la figuration narrative, puisqu'il s'appuie en fait sur l'utilisation des médias. Les médias pouvant être au sens large, ça peut être la télévision, le cinéma, les magazines, ou des photos que les artistes réalisent eux-mêmes et qu'ils transposent sur les toiles. Donc pour réaliser ce tableau, il est donc parti d'une photographie, il l'a agrandi, recadré, et il l'a réalisé à l'aide d'un aérographe qui lui permet de projeter la peinture à distance sur la toile. L'aérographe, c'est un outil qui lui permet une grande précision dans le rendu des détails, puisque en fonction de la distance par rapport à la toile, il va pouvoir créer des détails du diamètre d'un cheveu, ce qui lui permet de créer ces effets de saupoudrage de la peinture qui évoquent justement le graffiti et l'utilisation d'une bombe. À d'autres endroits, il suggère l'utilisation d'un pinceau. Donc ça lui permet de créer des effets de matière, puisque le but finalement de Claesen dans son œuvre en général, c'est de réaliser des peintures qui ressemblent à des trompe-l'œil. On a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un réel graffiti. Donc dans le domaine du trompe-l'œil, tout réside justement dans ce souci du détail. Alors on peut le voir par exemple dans le traitement des lignes noires qui donnent l'impression d'une palissade, et si ces lignes noires donnent l'impression d'un léger relief, ou plutôt si elles apparaissent plutôt en creux, c'est parce qu'il est souligne d'un petit trait blanc. Donc il y a vraiment ce souci de précision, de poussière aussi que l'on peut observer à certains endroits sur la toile. On a l'impression vraiment d'être dans le monde réel, et du coup c'est une manière aussi d'interroger le visiteur qui retrouve ce type d'œuvre dans un musée et qui se pose la question justement de la technique, de la manière dont c'est fait,
Est-ce qu'il s'agit bien d'une peinture? Est-ce qu'il s'agit d'une peinture qui a été réalisée dans la rue et qui a été transposée? Voilà, c'est une espèce de dialogue finalement qui s'instaure avec le visiteur. Alors pour en revenir au contenu même de l'œuvre, ce mot Gegen, c'est un graffiti, donc une œuvre anonyme au départ. Gegen qui signifie contre, c'est en quelque sorte une manifestation d'une personne dans la rue, et ce mot est comme une invitation pour celui qui va justement le voir, le regarder, à poursuivre la phrase. Contre quoi? Voilà, on peut imaginer, c'est une manière finalement d'inclure le spectateur à l'intérieur de l'œuvre et dans la démarche de l'œuvre et de l'artiste. Alors voici ce que dit d'ailleurs Clasen à propos de cette œuvre. Gegen, c'est-à-dire j'ai refait le geste de quelqu'un qui est venu un jour, une nuit avec son seau, une grande brosse, écrire maladroitement le mot Gegen sur un mur noir. Alors j'ai fait un très grand tableau de 4 mètres de long avec ce seul mot Gegen qui signifie le refus, le ras-le-bol, le j'en ai marre, c'est-à-dire s'opposer à tout, être contre, ne plus marcher, ne plus vouloir fonctionner comme on te le demande, fonctionner dans la société, fonctionner à la sécurité sociale, à l'école, aux impôts, au boulot, à la famille, être contre, même ne plus fonctionner du tout, ne plus vouloir marcher dans le système. C'est un fameux cri, quelque part dans la nuit. Un type a laissé ça sur le mur. Et donc ce mot, finalement, devient quelque chose d'inspirant pour l'artiste et pour le visiteur. Voici une œuvre de Bernard Rancillac qui s'intitule Chez Alberto, sous-entendu Alberto Giacometti, puisqu'il s'agit d'un portrait hommage au grand sculpteur du XXe siècle, Giacometti, qui est représenté là, qui est également évoqué à travers quelques statuettes et qui est représenté dans son atelier. Un atelier qui évoque plus la peinture, puisque si Giacometti est effectivement très connu pour ses sculptures, il est aussi un dessinateur et un peintre. Cette œuvre a été réalisée par Bernard Rancillac, un artiste de la figuration narrative, et la source de cette peinture est une photographie de Sabine Weiss. Alors, il est très fréquent chez les artistes de ce mouvement pictural d'emprunter des images préexistantes. Et là, en l'occurrence, nous connaissons la photo, le portrait qu'a fait Sabine Weiss de Giacometti, qui a été donc utilisé par Rancillac. Donc, il s'agit effectivement d'une photo de Giacometti dans son atelier. Photographie qui a été projetée sur la toile grâce à un épiscope et que l'artiste a pu ainsi reproduire en dessinant les contours et en peignant directement certaines zones de manière traitée en aplat en quelque sorte. Alors sur ce tableau, il y a un deuxième élément qui ne fait pas partie de la photo d'origine, qui est cette tête de Néfertiti. On peut se demander ce qu'elle fait là. En plus, on la voit beaucoup parce qu'elle est très colorée,
alors que les couleurs choisies pour traduire la photo en noir et blanc de Sabine Weiss sont relativement neutres. On a du vert, du bleu, mais essentiellement du noir et du blanc. Du coup, cette tête de Néfertiti paraît d'autant plus présente et énigmatique. Alors pour cette tête, là encore, il s'est inspiré d'une œuvre existante qui n'est pas une photographie, mais une sculpture. Donc c'est une sculpture de Néfertiti et il l'a du coup décalée et il l'a fait entrer dans l'atelier de Giacometti par la fenêtre. Alors on peut se demander quel est le rapport entre cette tête égyptienne et l'atelier de Giacometti. Eh bien, tout simplement, Giacometti s'est beaucoup inspiré de l'art égyptien. Il a été fasciné par la simplification des formes, par la sensation de vie qui émane des sculptures égyptiennes associée à un hiératisme. Et c'est particulièrement visible dans son homme qui marche, par exemple, dans ces personnes qui ont des très grands pieds dans ces sculptures, qui évoquent ces personnages de profil de la sculpture égyptienne. Donc l'Égypte, c'est vraiment un pays qui l'a fasciné et qui l'a beaucoup inspiré. Et donc cette irruption de la tête de Néfertiti, c'est l'irruption finalement de ses sources dans son atelier qui viennent justement enrichir sa création. Voici une œuvre de Bernard Rancillac intitulée 5h35, un jour de plus. C'est une œuvre d'un format assez surprenant et atypique puisque nous avons deux toiles encastrées l'une dans l'autre. Dans la partie basse, nous avons une toile représentant une voiture de course découpée dans sa partie supérieure de manière à insérer une deuxième toile représentant une prison. Cette œuvre, en deux parties, pourrait renvoyer finalement à des formats anciens, puisque dans la peinture primitive, nous avons des diptyques, des triptyques, des polyptyques, donc une œuvre en plusieurs morceaux. Effectivement, c'est quelque chose d'assez commun. En général, quand nous avons des polyptyques, il y a un lien entre les différentes images qui se complètent. Donc on peut supposer que l'association de ces deux peintures n'est pas tout à fait innocente, même si au premier abord on ne voit pas très bien le lien. Et c'est tout le jeu finalement de Bernard Rancillac que d'amener le spectateur à s'interroger. Pourquoi associer cette voiture de course et cette prison? Pourquoi aussi jouer de tout un ensemble d'oppositions, puisque ce qui frappe, c'est que l'image du bas est très colorée, avec des effets flous, des effets de matière. Elle est traitée d'une manière très frontale, et tout ça s'oppose à l'image du haut, qui est une sorte de camailleux verdâtre, qui donne l'impression d'une image en noir et blanc, qui est traité en profondeur avec un effet de perspective qui joue avec la lumière et avec des zones qui sont traitées en réserve. On pourrait aussi opposer l'idée de vitesse et l'idée de lenteur dans l'image du haut, ou l'idée de sonorité et l'idée de calme et d'absence de bruit. Donc ces deux images finalement fonctionnent à partir de tout un ensemble d'oppositions pour nous amener à comprendre le message final, qui est finalement un espace de liberté et un espace d'enfermement. Donc le sujet de l'œuvre, c'est effectivement la question de l'enfermement. D'ailleurs, Rancillac
a explicité cette œuvre qui parle justement du problème de l'emprisonnement. Alors, voici ce qu'il dit. J'ai traité du problème de l'emprisonnement. On suicide des hommes et des femmes en les enfermant dans des quartiers de haute sécurité, dans des cellules insonorisées, sous couverture médicale, donc cobayes humains, avec absence de bruit, d'odeur, de couleur, lumière artificielle jour et nuit. Voir combien de temps ils vont tenir. C'est la mort à brève ou longue échéance. Un ami pilote automobile m'a fourni des diapositives des 24 heures du Mans. J'ai peint une suite de bolides roulants à 250-300 km/h. Il y a une sensation de vitesse, de liberté, un mouvement extraordinaire pour le pilote qui est enfermé dans à peine 1 mètre cube. Ce faisant, on retombe dans la même problématique. Ce pilote, enclos dans son véhicule, est plus attaché que n'importe quel prisonnier. S'il s'en sort, il recommence le dimanche suivant, et s'il ne se tue toujours pas, il prend sa retraite, ce qui revient au même. Donc ce texte explicite à la fois le sujet et en même temps la démarche de l'artiste, puisqu'on apprend que pour l'image du bas, c'est un ami qui lui a prêté des diapositives. Et donc, cela nous ramène à la pratique de Rancillac qui se sert d'images préexistantes. Effectivement, une diapositive pour l'image du bas qu'il a projetée, à partir de laquelle il a peint cette voiture de course, et une image trouvée dans un magazine, un reportage sur une prison haute sécurité qu'il a projeté à l'aide d'un épiscope pour l'image du haut. Alors, ce sujet de l'enfermement, de la mort, lui a été inspiré au départ par un événement historique qui est justement le suicide d'une personne en prison, Ulrike Meinhof, l'un des membres de la bande Abadère, qui a commis un certain nombre d'attentats en Allemagne dans les années 70, et il n'a pas voulu rendre hommage naturellement à ces terroristes de la bande Abadère, mais il a voulu questionner sur justement finalement la punition, et quelle punition, et ce mode d'enfermement dans les quartiers haute sécurité qui devient complètement déshumanisé. Puisque Rancillac, c'est un membre de la figuration narrative qui questionne les problèmes de la société, et donc cette question de la liberté, de l'enfermement, des conditions de vie est un sujet qui pour lui fait partie de ces sujets d'actualité sur lesquels l'artiste doit attirer l'attention. C'est une manière pour lui de participer finalement en tant que citoyen à la société dans laquelle il vit. Alors sur le plan technique, c'est une peinture qui est réalisée à la peinture acrylique. La peinture acrylique a un très gros avantage, c'est qu'elle sèche très vite, et elle permet en particulier de réaliser des aplats, ce que l'on voit par exemple dans les parties du ciel. Elle permet aussi de laisser des traces de pinceau, ce que l'on voit dans les parties ombrées du couloir. Elle permet quelques empattements très très légers, mais globalement elle va donner l'impression d'une image plutôt lisse qui reproduit en quelque sorte les sources d'inspiration de l'artiste, c'est-à-dire ces images préexistantes, images de magazines, diapositives, donc les images diffusées par les médias, et cela permet de créer une certaine distance par rapport à l'action de l'artiste. L'artiste finalement devient, avec cette technique relativement froide et impersonnelle, devient un espèce de reporter au service de la société,
et il s'implique par ses idées, mais il ne s'implique pas par sa manière de faire, par sa manière de peindre, par sa gestuelle. Et c'est toute la différence avec certaines peintures réalisées avec de la peinture à l'huile, où justement l'huile est utilisée pour permettre une présence de l'artiste à travers les traces qu'il va laisser sur sa toile. Je vais vous présenter cette œuvre de Zhao Muqi, un artiste d'origine chinoise qui a immigré en France en 1948 et qui a fait toute sa carrière entre Paris et sa propriété de Beauce. C'est un artiste majeur de l'art contemporain qui va très rapidement s'orienter vers l'abstraction et surtout qui vient en France pour une raison bien précise, l'exploration de la technique de la peinture à l'huile. En effet, il a fait des études artistiques en Chine, il a appris la calligraphie, le travail de l'encre, et il a découvert l'art occidental à travers des vieilles revues à l'époque en noir et blanc. Et ce qui l'a fasciné, c'est justement cette peinture à l'huile qu'il ne connaît pas. Et en arrivant en France, il va essayer de comprendre comment ça fonctionne et ce qu'il peut en tirer. Et c'est un élément fondamental dans son esthétique, puisqu'il va s'apercevoir très vite que pour lui c'est un champ de liberté, dans la mesure où avec la peinture à l'huile on peut jouer des transparences, on peut superposer les couches, on peut obtenir un ensemble de nuances justement en jouant de ces effets de superposition et de transparence. Et donc c'est une œuvre qui finalement se construit très lentement avec du tâtonnement, avec la gestuelle. On a énormément d'effets de matière, d'éclaboussure, de coulure. Et donc c'est vraiment ces éléments-là qui le passionnent dans l'utilisation de ce médium. C'est quelque chose qui est intéressant parce que finalement on a la trace de l'artiste. Il joue aussi des empattements à certains endroits et donc on retrouve dans la toile le geste. Et ce geste, c'est un geste qui va en même temps créer un effet de mouvement et qui va permettre au spectateur d'adhérer à la démarche de l'artiste et lui aussi finalement de se plonger dans l'œuvre en fonction de la distance à laquelle il se trouve. Quand on est prêt, bien sûr, on voit tous ces petits gestes et tous ces effets techniques, et quand on s'éloigne de l'œuvre, on a l'impression de plonger dans la peinture elle-même, dans un espace pictural. Donc lui, il permet une création à la fois subjective, mais subjective à la fois pour l'artiste et pour celui qui regarde, qui est obligé de rentrer dans l'œuvre de la même manière que l'artiste a vécu son œuvre proprement et nous a restitué à travers la matière l'effet qu'il recherchait. Donc on a des effets tactiles, des effets sensoriels qui font que quand on regarde cette œuvre, qui, comme la plupart des œuvres abstraites, est laissée à la libre interprétation de chacun, finalement on entre un petit peu dans son propre ressenti et on crée un lien avec le créateur. Je vais vous présenter cette toile immense de Simon Antaille, intitulée Études, un titre totalement neutre qui renverrait plutôt à quelque chose de minuscule, ce qui n'est pas du tout le cas, comme vous pouvez le voir. C'est une toile immense
qui fait 14 mètres de long. C'est un format tout à fait gigantesque, qui donne l'impression que l'artiste a dû passer beaucoup de temps à la réalisation de cette toile. Or, ce qui fait la particularité justement de Simon Mantaille, c'est sa technique d'approche de la peinture, puisque, à la différence de la plupart des artistes qui prennent une toile montée sur un châssis et qui vont prendre leur pinceau et commencer à projeter une image et des couleurs et des formes sur le support, eh bien Simon Mantaille, lui, ne prend pas une toile montée sur châssis, mais ce qu'on appelle une toile libre, c'est-à-dire un simple tissu. Ce tissu, il va s'en emparer, il va le plier, il va le froisser, il va parfois le nouer, et il va faire une peinture, enfin, il va donner naissance à une peinture aléatoire. Donc, il prend cet énorme drap, il le plie, il l'attache, et quand cette toile immense devient un gros tas de tissu, eh bien, à ce moment-là, il va choisir une couleur et il va recouvrir la partie visible de son tas de tissu de cette couleur, en l'occurrence ici du bleu. Il va ensuite attendre que ça sèche et il va étaler sa toile et découvrir des formes qui sont nées finalement du non-peint. Et c'est un des éléments intéressants de cette technique, c'est que finalement, d'une part, il peint en aveugle, donc il ne maîtrise pas totalement les formes qui vont naître, et d'autre part, les formes qui apparaissent, ces formes blanches, ce sont des réserves, des parties qui ne sont pas peintes, mais qui vont justement émerger de la peinture elle-même. Donc finalement, c'est le support et le travail sur le support qui donne vie à l'œuvre, et non le choix conscient de l'artiste. Alors Simon Mantaille a travaillé pendant plus de 20 ans avec ce type de technique qu'il a décliné en 8 manières différentes de plier, nouer, triturer ses toiles, qui donnent naissance à des œuvres assez différentes. Il y en a qui ont des aspects beaucoup plus réguliers, beaucoup plus géométriques, et d'autres, comme celles qui appartiennent à la série Études, qui donnent l'impression de quelque chose de beaucoup plus varié et aléatoire. Alors ensuite, le visiteur, bien sûr, peut se plonger dans cette toile, peut imaginer ce qu'il veut. Il y a un esprit de liberté qui règne de toute façon dans cette œuvre, et on peut y voir aussi bien des végétaux que des animaux, qu'un vol d'oiseaux, que des glaçons, une banquise qui fond. Voilà, chacun finalement va donner son interprétation en partant de son ressenti et de ses propres expériences. Donc c'est une œuvre totalement ouverte à l'interprétation de chacun. Alors cette idée de couvrir entièrement la toile de ses formes est quelque chose qui lui a été inspiré par Pollock. Pollock qui est cet artiste américain qui va projeter de la peinture sur la toile et qui surtout va inventer l'idée du all-over, c'est-à-dire que la toile est entièrement recouverte et qu'il n'y a pas, contrairement à une peinture figurative par exemple, des éléments qui sont plus importants que d'autres. Dans ce type d'œuvre, tous les éléments sont sur le même plan. Il n'y a pas
un endroit de la toile qui est plus intéressant, qui raconte plus de choses que l'autre. On est sur un nivellement et sur une impression d'une œuvre qui fait partie de l'espace environnant, effet qui est aussi lié au format gigantesque de la toile qui permet aux spectateurs de s'immerger dans l'espace même de la peinture. Voici une œuvre un petit peu particulière, une œuvre à 3 mains, réalisée avec 3 techniques différentes. La première œuvre est cette photographie de Malik Nejmi qui représente un intérieur marocain avec un canapé, une couverture et, ce qui n'est pas évident au premier regard, quelqu'un caché sous la couverture. Puisqu'en fait, cette photographie fait partie d'une série qui s'intitule Ramadan, une série composée d'un certain nombre de portraits accompagnés par des textes, puisque cette série a été publiée dans un livre, et c'est ainsi que l'on apprend que sous la couverture se cache Imad. Imad, c'est un jeune homme dont le rêve est de partir du Maroc et de construire sa vie en France en passant par l'Espagne. C'est une image et un témoignage qui est révélateur finalement de la situation de la jeunesse au Maroc, qui a beaucoup de mal à trouver du travail et donc à construire un avenir. Alors cette photographie a été exposée au musée des Beaux-Arts d'Orléans en 2006. Et il se trouve que lors de cette exposition, l'artiste Malik Nejmi a laissé à côté tout un mur blanc, une invitation pour un autre artiste à intervenir dans la continuité de son œuvre. Il a fait appel à un ami dessinateur qui s'appelle Abdelkader Benchama, dont la pratique est essentiellement axée sur le dessin mural en particulier, et un dessin qui est souvent directement improvisé sur le mur. Donc on découvre petit à petit cette œuvre dessinée qui nous fait sortir de l'intérieur et qui nous amène dans un paysage en extérieur, un paysage qui disparaît derrière un énorme tas de tissus. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que de loin on voit effectivement un paysage, et quand on s'approche, on découvre petit à petit des personnages finalement dans ce paysage. Des personnages qui partent avec des bagages, des baluchons, des valises, sans doute des personnes qui fuient, des personnes qui partent en exil. L'interprétation est totalement ouverte, puisqu'il peut s'agir de personnes qui fuient une catastrophe naturelle comme de candidats à l'exil. Et on est finalement obligé de faire un va-et-vient entre la vision d'ensemble, puisque cette œuvre est quand même relativement monumentale et occupe une surface importante, et ces petits détails que l'on découvre petit à petit. Puisque dans cet amas de tissus, si on regarde de près, on découvre par exemple de l'herbe en bas, une sorte d'évocation, peut-être une oasis, on ne sait pas très bien où on est, puisqu'on est dans un espace très blanc. Et puis, on découvre aussi un ensemble d'autres personnages qui petit à petit fuient dans cet immense espace blanc. Et là, on est sur une ouverture, sur un espace infini, et on ne sait pas finalement où vont ces personnages. Donc c'est
une œuvre qui renvoie à toute la problématique du voyage et de l'exil. Alors j'ai dit au départ que c'était une œuvre à trois mains. On a découvert la main du photographe, la main du dessinateur. Il y a une troisième main qui est intervenue, c'est celle d'un musicien, Mathieu Gabory, qui a créé une bande-son pour accompagner cette œuvre. Une bande-son qui est faite d'enregistrements de bruits de ville, d'enregistrements de bruitage des vagues de la mer, de conversations, moitié en arabe, moitié en français, et qui évoque toutes ces discussions, toute cette vie urbaine autour de la question du départ vers un ailleurs. Donc, bien sûr, là, on ne peut pas la voir, mais c'est une œuvre qui, d'une certaine manière, par ces trois techniques associées, peut se rapprocher de l'idée d'une installation, même s'il ne s'agit pas réellement d'une installation proprement dite, puisqu'on n'a pas vraiment la troisième dimension, mais on a en tout cas un effet global et une recherche pour créer une histoire avec plusieurs médiums. Alors l'idée de l'exil est renforcée par le titre même de cette œuvre, hein, puisqu'elle s'appelle How to Plant a Dead Tree Unaware. Ce titre renvoie à un ouvrage de Driss Schreibi, un écrivain marocain, qui en 1962 a publié Succession ouverte, qui est un livre qui parle justement de la question de l'exil et du déracinement, d'où ce titre Où planter cet arbre mort, l'arbre symbolisant bien sûr l'émigré qui a du mal à trouver ses racines dans son pays d'adoption. Donc le tout est un ensemble, à la fois les trois éléments de l'œuvre et le titre et cette référence à un écrit, à une œuvre préexistante. Voici une œuvre réalisée par Pierre-Marie Brisson, intitulée Juillet numéro 1. Il s'agit d'une peinture qui représente un homme qui court. La particularité de cette peinture, c'est sa technique, puisque Pierre-Marie Brisson a été très influencé dès son enfance par l'art préhistorique, par les fresques, par toutes les formes artistiques diverses et variées. Et ce qui l'intéresse dans ces formes artistiques, c'est l'idée du temps qui passe, et des traces finalement qui restent à travers le temps. Donc il va essayer de recréer en quelque sorte par sa technique cette idée d'une œuvre quelque peu intemporelle, comme si le temps était passé dessus, alors que finalement ce sont des œuvres qu'il vient de créer. Alors pour ça, il utilise la peinture et le collage. Quand on regarde de près, on s'aperçoit que cette œuvre est réalisée avec des papiers découpés, peints, parfois retravaillés en peinture et avec un écaillage, des grattages, ce qui restitue l'effet que l'on aurait sur une vieille fresque de la Renaissance italienne qui se trouverait sur une façade d'église par exemple. Donc on est face à une technique assez complexe et c'est finalement la manière de traiter l'œuvre qui donne son unité à l'œuvre, puisque que ce soit le personnage, que ce soit les éléments de fond, finalement on va retrouver la même technique partout, et on a juste l'impression qu'un personnage, un élément apparaît comme ça au milieu, mais qu'il appartient en même temps totalement
à l'espace environnant, comme s'il était grignoté petit à petit par justement cet espace qui est autour de lui. Donc on a quelque chose qui du coup ne peut pas être vraiment daté, n'est pas ancré dans un moment de réalité, mais devient quelque chose de quasi intemporel. Je vais vous parler de cette œuvre de Frédéric Brandon, intitulée vivement La fin des vacances. Il s'agit d'une scène de plage en apparence tout à fait anodine, avec différents personnages qui se promènent sur la plage, qui profitent du soleil. Et ce qui frappe, c'est l'impression d'avoir quand même une partie focale avec ce personnage central qui donne son sous-titre à l'œuvre, puisque l'œuvre est sous-titrée Solitude. Et effectivement, ce personnage évoque l'idée de solitude au milieu d'un ensemble de personnes qui semblent soit en couple, soit dans une activité, alors que lui est totalement, lui ou elle d'ailleurs, est totalement immobile. Ce qui est intéressant dans cette œuvre sur le plan technique, c'est l'impression que la peinture n'est pas totalement terminée. En s'approchant, on s'aperçoit qu'on a des tracés comme si on voyait encore finalement tout le dessin préparatoire de l'œuvre qui apparaît sur les différents personnages. On a également des parties qui ne sont pas peintes, qui sont laissées en réserve. Toutes les parties blanches, finalement, on a l'impression que l'artiste ne s'en est pas vraiment préoccupé. Donc on ne sait pas si c'est vraiment des réserves ou si c'est un aspect vraiment non fini. On a un petit peu l'impression d'une ébauche, par exemple, pour les personnages qui sont là. On a aussi des effets qui rappellent le dessin avec le traitement de la matière, avec ces hachures pour figurer les ombres. C'est vraiment une technique qui est entre la peinture et le dessin. Autre élément très intéressant dans cette peinture, c'est le choix des couleurs. Ces couleurs qui ne sont pas des couleurs réalistes, du moins pour la partie supérieure, puisque la plage, bon, bien que très colorée, évoque la chaleur avec les jaunes, les oranges et les roses. Par contre, l'arrière-plan avec la mer et le ciel traités dans des verts est assez peu naturaliste. L'objet de Frédéric Brandon, c'est à la fois de parler de la vie quotidienne, qui est un de ses sujets fétiches, et en même temps de ne pas inscrire cette vie quotidienne dans une image illusionniste. Ce qui l'intéresse, c'est de créer des sensations. Et c'est la raison pour laquelle ce tableau vit à l'intérieur d'une série. En fait, il existe 6 tableaux de la série Vivement la fin des vacances qui sont traités dans des couleurs différentes, mais qui reprennent toujours les mêmes personnages pratiquement au même endroit. Il peut y avoir des toutes petites variantes, mais qui sont presque invisibles. L'idée, c'est plutôt la répétition, c'est l'idée de série. Alors, voici d'autres peintures de cette série, celle-ci qui est traitée avec des couleurs très vives, très chaudes. On voit toujours ces mêmes personnages, notre personnage central qui est en valeur, mais qui, bien que dans un univers bien plus chaud que le précédent, est devenu très très pâle, comme s'il avait perdu toute couleur. Il en a fait une autre dans des teintes très très pâles, très très froides,
où on est un peu amené à se demander ce que ces personnages font là, puisque là on n'a même plus l'impression, si ce n'est par les costumes, d'être sur un bord de mer. On pourrait aussi bien avoir des flocons de neige sur le sol. Donc du coup, il crée des sensations par le choix des couleurs. Dans celle-ci, il décline la même scène, mais avec un effet de nuit, comme si ces scènes de plage, finalement, pouvaient se décliner à toutes les saisons, à toutes les heures, de manière éternelle, comme si ces personnages qui s'ennuient, finalement, s'ennuient sur la plage, mais s'ennuient d'une manière permanente. Et on a encore un autre exemple avec des couleurs plutôt agressives, en particulier pour le ciel et pour le personnage central, devenu cette fois tout rouge, et auquel fait écho le maillot de bain et le sac du personnage. Donc, en même temps, ces choix de couleurs sont aussi des choix qui guident le regard du spectateur, qui créent des sensations, et il faut imaginer finalement toutes ces œuvres, les unes à côté des autres à l'origine, qui ont un effet redondant et qui donnent une impression de répétition, ce qui va bien avec cette idée de répétition d'une même situation, quelle que soit finalement l'ambiance. Donc c'est peut-être une manière d'interroger le spectateur sur qu'est-ce que les vacances, qu'est-ce que l'on fait de son temps, qu'est-ce que l'on fait de ses vacances, et est-ce que finalement les conventions sociales parfois ne font pas qu'on se sent obligé d'avoir certaines pratiques sociales, quitte à s'ennuyer dans ces pratiques sociales. Donc ça fait partie de la démarche de cet artiste qui est rattaché à la figuration narrative, même s'il est un petit peu plus jeune que Bonory, Rancillac ou Pueco, et qui s'interroge effectivement sur la société dans laquelle il vit.